Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce webinaire que j'ai le plaisir d'animer. Alors, petite vérification d'usage, pouvez-vous nous mettre dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien? Oui, bonjour, 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 super, ça a l'air de bien fonctionner pour tout le monde. Merci et bienvenue. Donc, on va attendre une petite minute que nos invités arrivent, se connectent progressivement. C'est la pause déjeuner, j'imagine que peut-être vous enchaînez. Merci de prendre ce temps avec nous. Pour faire connaissance, je vous propose peut-être dans le chat, le temps que tout le monde arrive, de répondre à la question que je vous ai mise en projection. Qu'est-ce qui a motivé votre inscription à ce webinaire? Ça nous donnera avec Julia et Sophie un petit peu de matière, une manière de vous connaître. Et puis ça donne une idée des attentes aussi. Tout à fait. Alors, Laurence, je suis désolée d'apprendre que vous n'arrivez pas à nous entendre. A priori, le sujet doit être chez vous puisque tout le monde nous entend bien. Et du coup, vous ne pouvez pas entendre ma réponse. D'accord, donc on a des responsables qualité de vie au travail. Lucille, un petit trait, d'accord, savoir si tu es toxique. Qu'est-ce qu'un manager toxique? Comment ne pas le devenir? Je suis un manager apprenant, donc je vois qu'on a un certain nombre de managers qui viennent là pour se poser des questions sur eux-mêmes. Manager, des responsables QVT, le sujet vous paraît essentiel. Oh, merci Karine, parce que vous nous aimez bien, ça me ravit. Super. On vous lit attentivement, n'hésitez pas à continuer à écrire si vous êtes en train de le faire, et puis on va se lancer. J'ai le plaisir aujourd'hui, donc je suis Anaïs Georgelin, je suis la fondatrice de So Many Ways. Notre sujet chez So Many Ways, c'est de contribuer à redonner du sens au travail en donnant les clés aux collaborateurs pour être acteurs de leur parcours, pour apprendre à job crafter, c'est-à-dire pour façonner leur quotidien de travail en fonction de leurs envies, de leurs besoins, de leurs aspirations, mais aussi des enjeux de l'entreprise. Et dans le cadre de cette démarche, nous formons et accompagnons beaucoup de managers qui sont une clé de voûte de cette question du sens au travail. Nous organisons ce webinaire aujourd'hui avec deux invités. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Sophie, qui est Sophie Plumet, qui est une passionnée des relations humaines et de la transformation des entreprises, qui a été responsable RH dans un cabinet de conseil, qui a managé une équipe de 15 personnes, donc une grande expérience à nous transmettre. Et puis qui a plus récemment fondé le podcast Chef, qui parle du rôle du manager, qui est une mine d'or pour tous les managers qui nous entendent. Je suis une auditrice assidue, donc je vous inviterai à découvrir après le podcast Chef pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis, de l'autre côté, nous avons Julia, Julia qui est la cofondatrice de TEAL. TEAL, T-E-A-L-E, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est écrit sur la petite photo, qui est une plateforme qui permet aux collaborateurs de prendre soin de leur santé mentale, un vaste sujet dont on entend de plus en plus parler, et je trouve ça ô combien essentiel dans la période d'incertitude que nous traversons tous, et donc ainsi aux entreprises de grandir sainement. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci Anaïs. Merci Anaïs. Je vais davantage jouer le rôle de faciliter les échanges aujourd'hui, même si peut-être que je ne pourrais pas m'empêcher de donner mon avis. Je vous propose qu'on rentre très vite dans le sujet. Alors, pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à mettre vos questions au fur et à mesure. Il y a Chloé de mon équipe que vous ne voyez pas, mais qui est à côté de moi et qui s'occupe de nous les remonter pour qu'on soit sûr d'y répondre au bon moment. On aura un temps dédié de questions-réponses à la fin, d'une quinzaine de minutes. Ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas quelques questions au fur et à mesure pour vraiment nourrir notre débat, donc attendez pas la fin s'il vous plaît. Et puis, on est ensemble jusqu'à 13h. On va s'accorder une dizaine de minutes de plus sur c'est quoi un manager toxique, de quoi on parle. On essaiera d'avoir une bonne demi-heure autour des solutions, parce que je pense que si vous êtes là, c'est aussi ça qui vous intéresse. Alors, sans trop de transition, c'est quoi finalement pour vous, Julia, Sophie,
un manager toxique. Sophie, avec ta double casquette d'ancienne RH, d'ancienne manager, je propose que tu commences. C'est quoi un manager toxique? Alors, bonjour à tous déjà, ravie d'être là. Merci Anaïs et à So Many Ways pour organiser ce webinaire. Un manager toxique, c'est pour moi un manager qui génère du mal-être autour de lui, du mal-être voire plus, et qui finalement, soit de par ses pratiques ou son absence de pratique, soit vis-à-vis d'une personne ou d'un collectif. Voilà, pour moi, c'est ça un manager toxique. Et peut-être si je peux compléter, c'est pour moi... donc, il y a peut-être des personnalités qui sont toxiques tout le temps vis-à-vis de tout le monde, peu importe les organisations dans lesquelles ils évoluent. Je pense que c'est quand même assez rare. Et là, on relève plutôt d'une pathologie psychologique ou psychiatrique. Mais je pense on peut tous et toutes être toxiques déjà sans le vouloir. Et vis-à-vis de certaines personnes à certains moments de notre carrière. Et on peut tous, en tant que collaborateurs, collaboratrices, avoir aussi des pratiques qu'on ne jugeait pas toxiques à un moment donné et qu'on va juger toxiques ou qu'on va percevoir comme toxiques qui vont générer un mal-être chez nous après un déclic parce qu'on a, je ne sais pas, en fonction des expériences qu'on a eues. Donc voilà, pour moi, c'est un peu ça le manager toxique et la toxicité de manière générale en entreprise. Je laisse peut-être Julia compléter avec son regard à elle. Merci Sophie, bonjour à tous. Il y a plein de choses que tu dis que je partage et je le regarde aussi un petit peu dans l'autre angle. Tu disais, je peux être un manager toxique à un moment pour quelqu'un et je pense qu'il faut aussi savoir dire, une personne peut être un manager toxique pour moi à un moment donné. Et ça reboucle sur une remarque que faisait Adélaïde dans le chat et que j'ai notée, que je trouve intéressante, qui relève aussi de la responsabilité quelque part partagée entre le manager et le manager, parce qu'il y a une question, on en parlera plus tard, mais ça pose plein de questions sur les limites, sur le rôle, sur la responsabilité. Donc quand on parle de manager toxique, et d'ailleurs de relations toxiques aussi, il faut dire déjà que c'est très difficile à définir. Il n'y a pas de définition encadrée. Et justement, comme tu disais, Sophie, il n'y a pas une définition médicale d'une pathologie qui serait être toxique. Donc, il faut se dire effectivement qu'il y a un côté un peu répété d'une situation qui s'est installée, qui a des conséquences négatives. Et il faut faire attention aux mots qu'il y a derrière. Je pense notamment parfois derrière le management toxique qui peut être un peu fourre-tout, il peut y avoir des cas de harcèlement. Le harcèlement, c'est encadré, ça a une définition qui est importante et qui est vraiment encadrée. Donc, il faut faire attention à ce double côté, je trouve, dans le mot un peu valise, management toxique. Je pense que ce qui nous réunit aussi toutes les trois, c'est qu'on n'aime pas trop les mots valises. Donc, c'est important qu'on prenne ce temps-là de définir le sujet. On va pas... Tu as mentionné les questions de harcèlement, Julia. On ne parle pas non plus, vous savez, d'une autre expression, enfin, pathologie dont on parle beaucoup, de pervers narcissique, qui a été à la mode depuis un moment et derrière lesquels on peut mettre beaucoup de choses. Ça aussi, c'est du ressort psychologique, avec des vrais mécanismes qu'on peut décrypter, de perversion, de narcissisme, l'un, l'autre, cumulé. Ce n'est pas vraiment l'angle de notre webinaire aujourd'hui. On va plutôt s'intéresser au manager qui fait un peu mal, finalement. Vous voyez, sans être dans la pathologie, le manager qui, à un moment donné, peut pas... est mal vécu en face par les équipes. Et pour nous, accompagner beaucoup de collaborateurs et de managers dans les entreprises, on se rend compte que près de la moitié des départs dans les entreprises sont liés à la relation managériale. Donc, si je dois réinsister sur le sujet, sur ce que vous venez de dire, le manager toxique est très contextualisé. Je peux être toxique dans un environnement et pour une personne et finalement ne pas l'être du tout dans un autre environnement ou pour une autre personne qui attend autre chose du travail. Ce petit préambule étant fait, je vous propose qu'on se donne quelques exemples concrets pour illustrer notre sujet. Celle d'entre vous qui le veut, est-ce que vous pouvez nous raconter, nous donner des exemples que vous avez vécus dans vos entreprises d'aujourd'hui, d'avant, chez vos clients, qui illustrent pour vous ce concept de manager toxique? Tu veux que je commence, Sophie? Moi, je pense que c'est un sujet qui revient effectivement souvent, pas forcément sous l'angle toxique, encore une fois, mais de problèmes managériaux, de problèmes interpersonnels. Et je trouve qu'il y a
un sujet qui revient souvent, qui n'est pas du tout le seul, hein, mais que je trouve important de rappeler, et donc j'ai vu des petits commentaires aussi dans le chat qui rebouclaient là-dessus. Souvent, on voit des managers qui se sentent pas bien dans leur rôle, qui reportent une pression parce qu'ils sont pris en étau entre leur équipe et une pression qui leur vient du dessus, avec une complexité parfois exacerbée dans le cadre du travail hybride ou du full remote. Et on voit que c'est des managers qui peuvent être inexpérimentés aussi, qui deviennent des managers, en tout cas, qui ont des effets délétères sur leurs équipes. Et ça, c'est une situation qu'on voit assez souvent qui se traduit par un énorme montant de sollicitations, un micromanagement, une pression exacerbée, encore une fois, qui est rebasculée sur les équipes. Encore une fois, c'est corrélé parfois à des équipes ou des collaborateurs qui ne savent pas mettre des limites, dire stop, etc. Mais en tout cas, c'est un sujet qu'on voit assez souvent. Merci. Alors, je vois dans le chat que Fabienne nous dit que tout est relatif. Il s'agit de relations interpersonnelles, que ce qui est toxique pour moi ne l'est pas forcément pour un autre. Beaucoup de gens sont d'accord avec vous, Fabienne. C'est également le message qu'on porte. Je me permets de le répéter parce que je pense que c'est le fil rouge à garder de toute notre discussion. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, Anaïs, il y a un peu cette notion de, peut-être au lieu de dire un manager toxique, vraiment on peut dire un manager qui a été toxique envers une personne ou envers moi à un moment donné, mais ça interroge, vous avez raison Jacqueline, ça interroge la relation. Et voilà, encore une fois, c'est pas un mot universel qui a une définition très encadrée. Et on y reviendra parce que derrière ce que l'on se dit là, il y a la question de la co-responsabilité qui m'est chère. Quelle est la responsabilité du manager, quelle est la responsabilité du collaborateur et de l'organisation à travers notamment ses dirigeants et les RH. C'est le fil qu'on va tirer ensemble. Sophie, quelques exemples peut-être que tu peux nous donner? Oui, moi je pense que pour rejoindre ce que dit Julia, j'ai observé finalement beaucoup de relations toxiques quand j'étais RH, enfin beaucoup, des relations toxiques quand j'étais RH, quand l'une ou l'autre des parties, voire les deux, n'étaient pas à leur bonne place. Notamment quand et du coup, ce que ça a généré, c'est qu'il n'y avait pas d'écoute, pas de compréhension, pas de discussion. Et en fait, ce que j'ai pu observer, c'est qu'une des clés un peu pour fluidifier les relations, et je pense que vous serez nombreux à être d'accord avec moi, et donc à l'inverse, pour éviter d'entrer dans une relation toxique, c'est d'améliorer la communication, d'améliorer l'écoute, et de se rendre compte, d'être assez conscient quand la communication n'est pas bonne, et d'aller peut-être mettre les pieds dans le plat avec la personne avec laquelle on ne peut pas bien communiquer, donc en l'occurrence notre manager par exemple, ou notre collaborateur si la situation est inverse, et peut-être d'aller chercher d'autres personnes qui vont nous aider à fluidifier cette communication. Et moi, c'est un rôle que j'ai souvent joué en tant que RH dans mon précédent poste, des collaborateurs qui venaient me voir en me disant « Vraiment, j'arrive pas avec mon manager, ça me rend malade, je peux plus le voir, j'ai plus envie de lui parler, j'ai plus envie de travailler avec lui. » Et donc, en fait, et le manager le ressentait, mais n'arrivait pas à mettre des mots sur le mal-être qu'il ressentait dans la relation. Et finalement, ça rendait les choses très compliquées. Et donc, j'ai souvent de temps en temps jouer le rôle de médiateur où on se posait trois autour de la table et les uns les autres s'écoutaient. Et par moments, c'est arrivé qu'on se dise finalement, il y a un peu une incompatibilité d'humeur ou en tout cas, vous n'allez pas du tout dans le même sens, vous ne comprenez pas. Et donc là, ça nous est arrivé qu'on change de manager parce que j'étais dans un cabinet de conseil et c'était assez facile de le faire. J'ai conscience que ça ne soit pas toujours simple à faire dans des entreprises, mais voilà, le côté travailler sur la relation et pas forcément dire cette pratique ou ce mot était toxique et fluidifié. Voilà, travailler sur la fluidité de la relation, je trouve que c'est important. Merci pour ces quelques exemples d'introduction. Je vous propose qu'on se pose ensemble la question de comment détecter le management toxique. Qu'est-ce qui va faire qu'on est dans une situation de management toxique ou pas? Il y a un point de départ qui rend le sujet pas facile, c'est qu'en général, on n'en parle pas. On attend que ça monte, que ça monte, que ça monte. Nous, en tout cas, c'est de l'observation qu'on fait et ça traduit ce que tu disais, Sophie. Dans 70% des cas, les gens n'en parlent pas. J'ai moi-même été confrontée à ça au début de ma vie professionnelle, à des pratiques managériales qui au début étaient correctes et puis petit à petit, cette boule au ventre qui monte et que tu as décrit, je l'ai vécu.
et j'ai pas su alerter. Maintenant que j'ai du recul sur le sujet, j'ai quand même fini en burn-out avec une crise d'eczéma terrible qui a fait qu'un matin, je ne pouvais plus marcher pour aller au travail, donc ça allait très loin. Est-ce qu'aujourd'hui, avec 10 ans de plus de vie professionnelle, je me dis que ce manager était une mauvaise personne? Non. Est-ce que je me dis qu'il manquait de clés, que comme la plupart des managers, ils n'avaient pas été formés à leur fonction? Oui. Est-ce que je me dis que moi, Anaïs, je manquais de clés pour engager la conversation, alerter, etc. Encore plus. Donc, pour détecter le management toxique, idéalement, ce serait qu'on en parle dès qu'il y a des petits signaux et qu'on ose ça. Mais ce n'est pas toujours possible, on le voit bien. Donc, Sophie, est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu, toi, de ce que tu as pu voir dans ta fonction RH qui te permet de détecter ça? Je pense que... alors, ça dépend de quelle est notre place dans l'entreprise. Si on est collaborateur, si on est RH, si on est dirigeant, si on est manager. Tu veux que je prenne quel point de vue, Anaïs? Je trouve que tu m'avais parlé des KPI que l'on peut suivre déjà. Donc, tu peux démarrer par l'action organisationnelle de RH et puis après nous apporter le reste. Julia complétera également aussi avec son expérience. Ouais. Alors, du coup, je trouve que quand on est RH ou quand on est dirigeant, quand on a une position un peu d'observateur, de tour de contrôle d'une organisation, pour se rendre compte et évaluer, savoir si on a des pratiques toxiques, des relations toxiques et qu'on est une organisation qui génère du mal-être, tout simplement, vis-à-vis de ses collaborateurs, on peut suivre plusieurs KPI qui sont très simples. Le turnover, donc le nombre de démissions, la fréquence des démissions, la qualité, entre guillemets, des profils qui partent. Donc, est-ce que ce sont des profils seniors, juniors, peut-être plutôt des femmes, etc. Donc, on peut vraiment aller assez loin et raffiner et affiner les critères qu'on va observer. On peut aussi regarder tout simplement le taux d'absentéisme, les arrêts maladie, suivre aussi les congés pris. Parfois, il y a des choses qui passent sous les radars, qui sont des collaborateurs qui, tous les 2-3 semaines, tous les mois, prennent 2-3 jours de congé ou qui vont poser très régulièrement leur vendredi alors que ce n'était pas une habitude qu'ils avaient avant. Donc ça demande d'aller très finement dans des observations de prise de congé haute. Parfois, il faut du coup creuser dans des outils, mais le taux d'absentéisme, généralement, quand même, on l'a, le taux d'arrêt maladie aussi. Et donc ça, voir comment ça fluctue, peut-être par équipe, par moment aussi dans l'année. Souvent, là, cette période octobre, novembre, décembre est une période souvent très intense parce que on reprend beaucoup les projets, donc et les prochaines vacances sont loin. Donc, en fait, c'est souvent une période qui est propice à ça. Pareil, les mois de février, mars, des choses comme ça. Donc, je trouve qu'il y a quelques KPI qui sont intéressantes à regarder et qu'on peut facilement avoir quand on est dans une vue macro. Ensuite, une autre pratique que moi, je trouve complémentaire et nécessaire à ça, c'est d'aller au contact, en fait, avec les collaborateurs et d'aller au contact, ce que j'appelle gratuit. C'est-à-dire, on n'attend rien, on ne va pas parler à des collaborateurs parce qu'il y a un problème. On n'attend pas qu'ils viennent nous chercher, on est proactif et on va s'intéresser à eux, les écouter, créer des moments de convivialité, je pense, en tout petit groupe, voire idéalement en bilatéral, pour écouter la personne, s'intéresser à son parcours, à sa manière de vivre dans l'entreprise, sa manière d'être managée, comment elle perçoit la direction, le management, les RH, ses compréhensions, ses incompréhensions, etc. Et en fait, généralement, il faut attendre parfois, quand on n'a pas l'habitude de faire ça, il faut attendre généralement la fin du moment pour que la personne, elle se livre. Et ça, c'est hyper précieux. Et aussi observer les signaux faibles à ce moment-là. Quand tout est trop rose, quand tout va trop bien, ça veut dire qu'on n'a pas assez creusé. Donc voilà, avoir des moments de qualité propices à l'échange, à l'écoute, sans attendre que les gens n'aillent pas bien ou viennent nous chercher. Yes, donc là, tu es sur finalement le RH qui se balade dans les couloirs et qui ose poser des questions au gré des rencontres. Ouais, le RH, le dirigeant aussi, c'est possible. Je ne sais pas si dans les personnes qui participent, il y a des dirigeants, mais avec une casquette très ouverte, se dire finalement,
je cherche à interroger le fonctionnement de mon entreprise. Je cherche à avoir une vision la plus objective possible. Et pour ça, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de toi, Anaïs, Julia, j'ai besoin de vos témoignages sur la manière dont vous vivez votre expérience collaborateur. Et je suis prête à entendre ce que vous allez à me dire, que ça soit positif, mais surtout des choses qui vous grattent, qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'être bien dans la structure. Voilà, ça, je trouve que c'est une bonne pratique et voilà, je m'arrête là. Quand on a préparé le webinaire, tu avais mentionné autre chose que je trouve intéressant, d'autant plus que nous, on est en train de le mettre en place chez nous aujourd'hui. C'est d'avoir un regard extérieur. Parce que même le dirigeant, le RH, parfois, on a une culture, on a quelque chose qui fait que la parole ne se libère pas forcément. Oui, complètement. Moi, je trouve que c'est essentiel parce que déjà, on ne peut pas être objectif et les gens, on a forcément un biais, même si on est proche des gens, même si on a essayé de créer de la confiance avec les personnes. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un regard extérieur d'une coach, d'une structure qui est spécialisée là-dedans, d'interroger aussi, quelque chose qui est assez facile à faire, d'interroger des nouveaux qui, eux, vont avoir un prisme très peut-être, nouveau. Mais effectivement, missionner une entreprise externe qui va régulièrement, notamment quand on peut avoir des doutes sur le niveau de bien-être de nos collaborateurs, soit d'un point de vue, on va dire, on peut sortir l'artillerie lourde avec des coachs qui vont faire des études qualitatives, etc. On peut aussi faire appel à des outils qui, de manière assez neutre et digitale et très simple, vont prendre le pouls des collaborateurs. Yes, donc le regard extérieur, et justement, Julia, toi, par ton expérience, ton activité, vous avez un rôle de regard extérieur. Est-ce que tu peux Oui, tout à fait. C'est une bonne transition, effectivement, parce qu'une des choses qui est importante, je pense, c'est de prendre le pouls et surtout de le faire de façon régulière. Donc, nous, effectivement, avec Thiel, c'est une des choses qu'on fait, notamment de mesurer, grâce à un indice propriétaire, l'état un peu et de santé mentale générale des collaborateurs et de le regarder par département, par filiale, par équipe, quand elles sont assez grosses aussi, et de regarder pas seulement la qualité de la relation managériale, parce que ce serait trop simple que ce soit comme ça qu'on le voit, mais plutôt de regarder comment se situe et surtout comment évolue, parce que ce qui est important dans les signaux faibles, c'est les évolutions, le sentiment d'utilité de vos collaborateurs, le stress ou la perception du stress, la confiance en soi, l'estime de soi, l'équilibre de vie, le sens qu'on donne à son travail, qui sont pleins de signaux faibles, effectivement, qui permettent de détecter. Et il y a aussi une question, t'en parlais en filigrane, je pense Sophie aussi, de comment est-ce qu'on forme et qui est-ce qu'on forme à détecter les signaux faibles. Parce qu'en fait, ça peut être soi-même, me rendre compte moi-même que là, attention, en fait, mon niveau de stress, je le perçois pas de la même façon, il m'est beaucoup plus insupportable, peut-être des choses comme ça. Ça peut être les pairs et comment les pairs dans l'équipe peuvent prendre soin les uns des autres ou en tout cas aider justement à la détection des signaux faibles. Les managers qui ont un rôle clé, évidemment. Alors, quand il y a effectivement un manager qui pose problème, ça peut venir de là qu'il y a un maillon manquant, ou les RH et les équipes dirigeantes. Et c'est important que cette sensibilisation à la détection des signaux faibles, elle se fasse à tous les niveaux. Et il y a une chose sur laquelle je voudrais rebondir que tu disais, Sophie, qui m'a interpellée. Anaïs, tu vois, tu disais, moi, j'en ai pas parlé quand j'ai été dans cette situation de vivre une situation de management toxique, j'en ai pas parlé. Et Sophie, tu disais, il y a beaucoup de démissions. Alors ça, c'est évident, un indice dur qu'il faut regarder, c'est le turnover, l'absentéisme. Celui qu'on voit moins, c'est le présentéisme qui existe aussi. Et là, vous pouvez le voir, s'il y a des gens, encore une fois, qui se mettent à faire plein d'erreurs, ou qui sont moins la tête au travail, etc. Mais c'est plus difficile à percevoir. L'absentéisme, donc le turnover, il y a 65% des collaborateurs aujourd'hui qui disent en France qu'ils ont déjà pensé à démissionner ou démissionner pour des raisons liées à leur santé mentale. Et sur les journées d'absentéisme, on ne le voit pas forcément parce que quand on vous donne un arrêt de travail, on ne sait pas forcément la raison et c'est bien normal et c'est très bien comme ça. Mais il faut savoir que les raisons liées à la santé mentale, c'est la deuxième cause d'absentéisme en France. Donc c'est vraiment deux métriques. Je peux que rebondir sur ce que tu disais, Sophie. Et il y a une petite
petite chose qui est importante, je trouve, et qui parfois est un peu décorrélée, et moi je l'ai vu ça dans mon expérience passée d'entreprise, c'est l'entretien d'offboarding. En fait, c'est souvent difficile de parler, mais généralement, même s'il est trop tard et que on est forcément passé à côté de quelque chose si on a déjà eu une démission, mais en tout cas, il ne faut pas négliger les entretiens les entretiens d'offboarding, parce que c'est un moment où généralement les langues se délient et les gens qui ont moins peur des conséquences réelles ou perçues ou imaginées que pourrait avoir le fait de parler vont enfin dire quelque chose. Et donc, malheureusement, c'est a posteriori, donc c'est trop tard, mais c'est quand même un moment pour récolter de l'information précieuse qui peut aider pour la suite. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. J'ai quelques petites questions dans le chat qui me semblent rebondir avec cette question de détecter que je vous propose qu'on traite. Il y a Marie-Ève qui nous dit qu'elle passe souvent, donc j'imagine Marie-Ève que vous êtes RH, vous passez souvent pour échanger avec les collaborateurs, mais vous ne savez pas comment vous assurer qu'ils se livrent. Vous avez le sentiment qu'il y a toujours cette méfiance liée à la proximité avec la direction, par exemple. Je pense que c'est une question que nombreux de ceux qui travaillent dans les fonctions RH peuvent se poser. On est entre le marteau et l'enclume, comme on dit parfois dans cette fonction. On est là au service des collaborateurs, on représente la direction, créer ce climat de confiance pour se livrer. De mon point de vue, ça touche beaucoup à la culture d'entreprise, mais ce n'est pas quelque chose qui se transforme tous les jours, au fait que quand on nous dit des choses, quand on dit quelque chose en tant que collaborateur, on ne se fait pas virer à la place du manager toxique, vous voyez, hein, donc il y a tout ça. Mais je ne sais pas, Sophie, Julia, si en complément, vous voyez quelque chose pour répondre à Marie. Ouais, moi, c'est quelque chose qui est très difficile et je pense que c'est le principal enjeu et défi de la fonction RH, c'est d'avoir la confiance des collaborateurs et de la direction et de savoir faire le bon lien à bon escient. Mais vis-à-vis des collaborateurs, déjà, moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'on est encore une fois dans une problématique de relation et que pour construire des relations de confiance, il faut du temps et il faut aussi prouver qu'on est quelqu'un de confiance et qu'on est une fonction de confiance. Donc, comment on le prouve ? Ça veut dire que quand des collaborateurs, par exemple, viennent, déjà, on explique ce qu'on cherche à faire, on explique la vision qu'on peut avoir de notre fonction, la position dans laquelle on est, les situations dans lesquelles on va peut-être prendre une casquette plus collaborateur et dans d'autres, une casquette plus direction. Donc, on est le plus transparent possible, en fait, dans ce qu'on cherche à faire parce que je me rends compte avec le temps que la vision qu'on a de la fonction RH est extrêmement biaisée et les gens ne se rendent pas du tout compte, ne connaissent 1/10, voire 1/5 de ce que fait, 1/5, voire 5%, je veux dire, de ce que font des RH. Donc, énormément de transparence. On construit la confiance en prouvant qu'on est quelqu'un de confiance. Donc, on ne va pas, passez-moi l'expression, mais on ne va pas cafeter au management dès que quelqu'un nous a dit qu'il n'était pas bien ou que je ne sais quoi. Si on doit aller répéter une parole ou une situation qu'un collaborateur nous a livrée au management, là encore, on lui explique, on lui dit là, ce que tu vas me dire, je dois en référer à quelqu'un ou je pense que c'est une bonne idée d'en référer à quelqu'un. Voilà pour telle raison et voilà ce que je compte dire et à qui je vais le dire. Voilà. Et quand on mène des actions suite à, par exemple, quelqu'un qui serait venu nous voir pour nous livrer une situation, on suit les actions, on lui explique où on en est, on lui explique les résultats, on lui explique pourquoi on n'a pas les résultats attendus, etc. etc. Donc, ça, je pense que c'est... Enfin, voilà, accepter que c'est dans la durée et puis mettre aussi en place... essayer de mettre en place, en tout cas, quand on a l'appui de notre direction, des politiques RH qui vont dans ce sens, avec de la transparence, avec des moments d'écoute et de partage réguliers, de la communication. Donc, je pourrais faire un webinaire entier, voire 10 webinaires entiers sur ce sujet-là, mais en tout cas, penser relation de confiance dans la durée et comment est-ce qu'on crée une relation de confiance. Et ça touche à la culture d'entreprise, comment une culture, ça se bâtit, ça se construit, ça s'incarne, c'est un petit peu en résumé ce que tu dis. Ouais. Il y a une autre question dans le même sens, c'est quand on fait ces démarches d'écoute, que ce soit par le RH, par une personne extérieure ou par un outil comme le vôtre, Julia, comment faire en sorte, quand on sort des résultats, que le manager ne se sente pas jugé? Je ne sais pas comment vous accompagnez ça, qu'est-ce que vous voyez? Agressé, voilà, c'était ça le... Alors, sur le côté agressé, c'est une très bonne...
ça relève aussi de la culture de l'entreprise, quelque part. Pourquoi on se sent agressé? Il y a plusieurs choses. Il y a une chose qui est valable pour tous, qui est qu'il faut avoir les bons outils. Typiquement, il y a des manières de communiquer quand c'est pas quelque chose de facile, des manières de communiquer, par exemple, du feedback, des manières, on parlait d'écoute active, il y a aussi des façons de parler, notamment des techniques d'affirmation de soi, qui sont des outils concrets qu'on peut avoir aussi pour faire du feedback, faire une demande, etc. Ça peut aider aussi pour rebondir sur comment aider les collaborateurs à oser parler, comment aider aussi les RH à pouvoir s'adresser à un manager potentiellement qui a un problème ou en tout cas avec qui on veut avoir une discussion. Et sur le côté comment ne pas se sentir agressé, je pense qu'il y a encore un sujet de culture d'entreprise. Alors je sais que peut-être on va l'évoquer ensuite plus en détail, mais il y a vraiment plein de choses dans la culture d'entreprise et moi j'ai vraiment cette conviction très forte que les RH ont un rôle particulier à jouer dans le fait de bâtir la culture d'entreprise, soit en main dans la main avec la direction, soit aussi être force de proposition quand ça vient pas assez de la direction. Et notamment, comment on fait pour faire vivre la culture d'entreprise. Vraiment, ça veut dire cultiver la culture de l'erreur, par exemple. C'est un moyen de dire on a le droit de faire des erreurs aussi en tant que manager, cultiver le fait de ne pas prendre les choses personnellement, et qu'est-ce que ça veut dire, comment faire du feedback, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et ça passe aussi beaucoup dans la culture de l'entreprise et dans la communication interne qu'on en fait. Il y avait une dernière question, je clôturerai après le chapitre comment détecter pour qu'on avance dans le contenu, mais tu as parlé de formation, Julia, aux signaux faibles. Il y avait une question, comment on peut se former à détecter les signaux faibles? Eh ben, il y a alors là, je vais prêcher un tout petit peu pour ma paroisse, mais nous, typiquement, on fait des formations, notamment pour les équipes RH, des sensibilisations aussi pour les comités de direction qui, parfois, en ont besoin et envie, et pour les managers, pour justement détecter les signaux faibles et développer les bons réflexes. Et ça peut être, encore une fois, avec une posture de père, avec une posture de manager, avec une posture de RH, justement pour détecter selon les situations et savoir comment avoir les bons réflexes. Merci. Il y avait, ça me ferait une transition. Donc, on a parlé de comment détecter le management toxique. Maintenant, comment on peut le prévenir, comment on peut l'éviter le résoudre une fois qu'il est là et le prévenir en amont. Il y avait des questions autour du rôle des membres du CSE. Je pense qu'en effet, le CSE est un organe qui peut être un soutien. Quand les relations sociales dans une entreprise sont bonnes, on n'oppose pas le RH et le CSE, on comprend qu'en fait, on travaille ensemble et que peut-être l'angle de vue du CSE, de la proximité qu'il peut avoir, peut aider justement à faire en sorte autre chose que vous mentionnez beaucoup sur le chat, qu'on n'ait pas peur de se faire placardiser. Donc, quand il y a une transition de culture à amener, je pense qu'effectivement, pour vous répondre, le CSE est un rôle clé et qui a un grand rôle à jouer là-dedans. Alors, je peux juste ajouter, ça peut être aussi un prescripteur, le CSE, ça peut être un organe qui va lever la main, remonter des points à la direction, pas nommément, dire aussi, nous, on a certains CSE qui viennent nous voir pour nous dire, en fait, on a envie de plus prioriser les sujets liés à la santé mentale et ça peut être un vrai prescripteur aussi pour prioriser ces sujets. Donc, totalement en ligne avec ce que tu disais, Anaïs. Oui, on voit bien qu'il y a quand même, j'étais il y a quelques jours dans une grande organisation syndicale qui se posait les questions du sens au travail, nous concernant, donc comment on permet aux gens de mieux aligner leurs tâches, leur quotidien, leurs relations managériales avec ce qui compte pour eux et ce qui va leur permettre d'avoir du sens. On voit que les organisations syndicales peuvent être vraiment force de proposition sur des choses. Donc, si vous nous écoutez et que vous faites partie de ces organisations syndicales, vous avez un rôle clé à jouer là-dedans pour porter les sujets du futur et allez-y. Pour détecter, si je résume, on a parlé d'avoir des outils de mesure internes, externes. On n'a pas beaucoup parlé sur détecter du rôle du manager lui-même. Et comme il y a beaucoup de personnes qui semblent être ici avec leur casquette de manager, je conclurai cette partie par ça, comment détecter moi en tant que manager si je suis toxique. Ça a été dit en filigrane. Je pense que c'est des gens qui ont de moins en moins envie de nous parler, qui nous évitent, qui fuient les points individuels, qui se désengagent, donc qui baissent en termes de performance, qui sont là, mais qu'on voit être en train de faire le minimum
qui peuvent aller jusqu'à avoir de l'absentéisme, et puis qui commencent à arriver peut-être tout simplement, c'est le premier sujet, avant on avait le sourire et puis on devient de plus en plus gris et terne. Donc si vous êtes dans la position du manager et que vous observez ça dans vos collaborateurs, le bon réflexe c'est d'aller en parler idéalement, donc d'oser crever l'abcès, disons je me pose des questions. On a le droit de se poser des questions, c'est pas être un mauvais manager que de se poser des questions et arriver dans une situation, une posture basse. Peut-être que je fais une erreur, dis-moi. Et là, vous vous rendrez peut-être compte que ça n'a rien à voir avec vous, qu'il y a un problème personnel et c'est aussi OK, mais peut-être aussi que c'est lié à vous. Mais si vous ne posez pas directement la question, le collaborateur aura peut-être plus de mal. Et Anaïs, si je peux, moi je trouve un petit tips vraiment très pratico-pratique, si quand en tant que manager vous demandez du feedback à vos équipes, les feedbacks sont toujours positifs, c'est peut-être que vous êtes un manager absolument génial et impossible de faire mieux. C'est plus probablement parce qu'on n'ose pas vous faire du feedback. Et la deuxième chose, c'est vraiment regarder les changements de comportement. Quelqu'un qui ne faisait pas d'erreur, qui se met à faire des erreurs, peut-être qu'il a un problème perso, mais en tout cas, les changements de comportement, ça renseigne sur un dysfonctionnement souvent. Et pour compléter ce que vous dites, je pense qu'il y a des moments clés dans la relation manager-collaborateur où on peut passer d'une relation de confiance à une relation qui va se dégrader et qui peut être toxique dans la durée. Je pense à des moments notamment d'entretien annuel ou d'entretien semestriel, tout ce qui est lié à l'évaluation. Moi, je l'ai déjà vu, des relations où tout allait bien, sans être le nirvana. En tout cas, il n'y avait rien à signaler. Et puis d'un coup, un entretien annuel qui ne se passe pas bien, quelqu'un qui attend une promotion, quelqu'un qui s'est beaucoup donné, qui attend une reconnaissance et finalement le manager ne l'a pas vu. Et d'un coup, ça va amener beaucoup de crispation chez le collaborateur qui ne va pas oser lui dire. Et de fil en aiguille, la relation va se tendre et va y avoir un manque d'écoute, va y avoir un manque de compréhension. Et on peut même arriver dans des situations très graves de rupture de communication et de burn-out. Donc, je pense qu'il faut être très, très attentif aux moments clés de la relation managériale, notamment l'entretien annuel, parce que avec ma casquette de RH, je pense que 90% des entretiens annuels sont source de frustration qu'il faut savoir détecter, soit en live, mais bien après coup. Et une succession d'entretiens annuels décourageants ou décevants, ça peut entraîner une relation toxique. Alors, tu me tends une perche pour que je fasse une petite digression. Moi, je milite beaucoup pour avoir des entretiens dédiés à comment ça va au travail. On a le sentiment que c'est un entretien de plus. On a déjà l'entretien annuel sur la performance, on a déjà l'entretien professionnel sur la carrière. Je pense que c'est pas du temps perdu, bien au contraire, que le problème qu'on résout pas à un instant T, qui va nous prendre une demi-heure cette semaine, nous en prendra 2 la semaine prochaine, une journée le mois prochain, et peut se traduire dans quelques mois par une démission, un départ, un arrêt maladie, etc. Et que c'est très difficile de mélanger les sujets. Quand on parle de sa rémunération, potentiellement comme issue de l'entretien, on peut difficilement aborder ces vrais sujets. Et je fais ce lien-là parce que dans le chat, vous nous parliez aussi des personnes en période d'essai qui finalement ne disent pas la vérité parce qu'elles ont peur de perdre leur travail, finalement. Dans une autre mesure, je pense que les entretiens de performance, les entretiens annuels, ne sont pas toujours le bon espace pour détecter ces vrais sujets. Comment éviter, comment prévenir le management toxique? On a parlé en filigrane beaucoup de culture d'entreprise, en fait. Qu'est-ce que la culture d'entreprise? Alors, c'est ces normes, sans en vouloir en faire une définition complète, c'est un petit peu toutes ces normes qui régissent des comportements, des habitudes. C'est ce qu'on n'a pas toujours écrit et que quand on arrive dans un nouvel environnement de travail, on découvre, on appréhende. Je ne sais pas, par exemple, chez nous, un collaborateur m'a dit récemment, voilà, vous avez une culture où vous mélangez vraiment beaucoup les choses, le pro, le perso, etc. Une fois qu'on est dedans, on s'en rend plus compte. Ça peut sembler normal. Mais quelqu'un qui arrive dans l'entreprise va se rendre compte de ça. Peut-être
Julia, Sophie, si vous voyez quelque chose à compléter sur cette question de la culture d'entreprise, allez-y, vous avez retenu quelques mots depuis tout à l'heure. Je commence, Sophie, tu vas sur la culture d'entreprise. Déjà, moi, je pense que c'est absolument essentiel. Donc, je suis ravie qu'on y arrive, même si on en a déjà parlé un peu en filigrane. Je pense qu'il y a la culture, pour moi, tu as raison, il y a les façons de travailler, il y a les valeurs de l'entreprise, il y a plein de choses qui entrent dans la culture, mais je trouve qu'il y a notamment la façon de travailler, les valeurs et les principes managériaux qui découlent des valeurs, ou les principes c'est pas que managériaux d'ailleurs, c'est les principes de travail qui découlent des valeurs. Et je vous donne un exemple, par exemple, chez TIL, une de nos valeurs, c'est l'audace. Et alors, c'est super important pour nous parce qu'il y a une forme de courage au fait de s'attaquer à la santé mentale en entreprise, au fait de parler de santé mentale parce que c'est quelque chose qui fait encore peur. Donc ça, c'est lié à notre histoire, à notre mission, etc. Comment ça se traduit? L'audace, ce qu'on demande, par exemple, c'est d'oser faire des feedbacks, y compris qu'un stagiaire puisse faire un feedback au cofondateur ou à la cofondatrice, etc. Et donc ça, c'est un principe de comment ça fonctionne l'audace. C'est aussi d'être capable de dire les choses, d'être capable de penser de façon créative, quitte à encourager l'erreur. Donc ça veut dire que concrètement, quand il y a des erreurs, ça nous est arrivé aussi d'avoir des erreurs, alors fort heureusement peu, mais vraiment lourdes. On en a parlé en fait collectivement en Hollands en disant voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi, voilà ce qu'on a mis en place pour que ça se reproduise plus, et voilà comment on grandit grâce à l'erreur. Donc je vais pas vous faire toutes nos valeurs, mais je trouve que ça c'est vraiment essentiel de se dire comment on utilise les valeurs et la culture de l'entreprise pour les traduire dans des principes pour travailler mieux ensemble. Alors, je vais me permettre de donner une illustration, si ça te va, rapidement, mais je trouve que ce que tu dis est essentiel. Moi, je pense que quand les choses sont pas écrites, elles n'existent pas, malgré tout. Enfin, ça fait partie des choses qui me drive dans mon rôle de chef d'entreprise, et la culture étant abstraite, j'essaie au maximum de la formaliser. Tu as parlé des valeurs, tu as parlé des principes managériaux et de la manière dont tout ça s'incarne. Le travail qu'on a fait chez So Many Ways et qui est accessible pour ceux que ça intéresse, on vous mettra le lien, c'est justement de formaliser tout ça. Je ne vais pas tout vous passer, mais on a formalisé nos valeurs, mais pas qu'avec des mots, avec qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Et chacun de ces mots de définition de nos valeurs compte, parce que sinon, ça reste abstrait. Vous savez, c'est des valeurs qu'on colle sur les murs et qui ne servent plus à rien. Et après tout ça, on le décline dans le rôle managérial. C'est exactement ce que tu as dit, Julia. C'est quoi être un manager chez nous? C'est quoi son rôle? Alors, ce n'est pas notre référentiel managérial à nous que je vous montre pour le coup, mais c'est à titre d'exemple. Comment ces valeurs s'incarnent dans des principes managériaux. Donc là, c'est peut-être, j'aime bien la simplicité, 4, 5 grands éléments qu'on définit également à nouveau en 2 ou 3 phrases, et puis qu'ensuite on va décliner en termes d'attendus. Je vous le montre rapidement, mais je crois que quand les choses sont écrites, ça facilite vraiment les choses. Parce que ça donne un socle après à faire vivre cette culture. Ça donne un socle à quels sont les managers que je choisis. Vous l'avez beaucoup dit dans le chat. Oui, mais il y a plein de gens, on devient manager parce que ça permet d'ascensionner, pour les mauvaises raisons. Quand on a écrit tout ça, on est capable de dire dans notre culture d'entreprise, non, tu ne peux pas devenir manager, et je t'explique pourquoi. Parce que ça ne va pas faire vivre ce qu'on cherche à avoir. Ça permet également d'aller chercher du feedback. Tu en as parlé, Julia, toi aussi, Sophie. Pour détecter les signaux faibles, il faut avoir une culture du feedback. Mais sur quoi on va chercher du feedback en termes de posture, en termes de management, si on ne sait pas quels sont les comportements attendus et ceux qui ne le sont pas. Voilà une petite illustration, mais je trouve que c'est essentiel de décrire de la manière qui vous convienne les choses. Sophie, je vais te voir réagir en complément. Est-ce que tu as peut-être des choses à ajouter? Ouais, je pense que par rapport à ce que vous dites, et je vois beaucoup de choses dans le chat vision collaborateur, qui est le manque de cohérence par rapport à ce qu'on peut écrire et à ce qu'on peut vivre.
Je vois beaucoup des oui, mais si je suis managée par un manager ou un N+2 qui ne suit pas ses règles malgré le fait que ça soit écrit, par exemple, dans l'entreprise. Donc, il y a des entreprises qui font pas du tout l'effort d'écrire ça et qui sont pas transparentes, qui sont pas cohérentes encore moins. Donc ça, j'ai envie de dire, malheureusement, enfin, c'est pas que je les mets de côté, mais ça existe et elles ont un énorme travail à faire et elles ont une grosse prise de conscience à avoir. Il y en a qui écrivent des valeurs, mais qui ne les font pas vivre, des valeurs, des pratiques, etc., qui ne les font pas vivre. Et moi, je pense que en tant que RH et en tant que membre de la direction, en tant que membre du management, on doit être assez lucide là-dessus et se poser régulièrement la question de est-ce que ce qu'on a écrit, c'est bien ce que nos collaborateurs vivent ? Est-ce que parfois on a des dissonances et on a sûrement des dissonances parce qu'on est humain, on n'est pas parfait, on n'est pas des robots. Donc c'est intéressant aussi de savoir identifier ces zones de dissonance, savoir aller chercher ces feedbacks, aller avoir l'humilité de les écouter, de les entendre, mettre un peu notre ego de côté pour savoir les dépasser et aller encore, incarner encore plus notre culture d'entreprise et nos valeurs d'entreprise. Et je pense aussi qu'il faut savoir faire évoluer cette culture. La culture, elle n'est pas figée une fois dans le temps. Alors, on peut avoir des valeurs qui sont des guidelines pour les 5-10 prochaines années, c'est très bien. Mais ensuite, comment ça se décline ? Parfois, nous-mêmes, on évolue en tant qu'humains. Donc, on a des pratiques, on se dit, tiens, là, on va pas assez loin, peut-être, dans l'incarnation de ces pratiques. Peut-être que ces pratiques-là, il y a 5 ans, on pensait que c'était super. En fait, aujourd'hui, c'est complètement désuet, voire c'est contre-productif. Donc, on les abandonne et puis on crée des nouvelles pratiques. Et puis, je pense qu'il y a aussi des sujets. La société évolue. On a des nouveaux sujets qui apparaissent. Et quand on avait préparé ce webinaire, je vous avais fait part de, moi, quelque chose qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais dans mon précédent poste, c'était qu'à un moment donné, on s'était adressé au sujet du sexisme au travail. C'était au moment de MeToo, etc. Et en fait, on avait l'impression que dans nos valeurs et dans nos pratiques managériales, il n'y avait pas de sujet de sexisme parce qu'il y avait vraiment de la confiance, de la transparence, enfin tout un tas de trucs super qui faisaient que l'entreprise était agréable à travailler. Néanmoins, en ouvrant nos oreilles, on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de cas de sexisme et qu'avec MeToo, finalement, les femmes osaient parler ou dénoncer certains cas de sexisme. Et à un moment donné, on a fait, avec l'aide du CSE d'ailleurs, un grand sondage dans toute l'entreprise spécifique sur ce sujet-là et on a eu, je sais pas, un taux de réponse incroyable. Alors, c'était une entreprise de 3000 personnes, donc je ne parle pas de 100 000 ou 150 000 personnes, mais 3000 personnes, on avait eu 70% de répondants, des hommes comme des femmes, et on s'était rendu compte qu'en fait, on avait un vrai sujet de sexisme. Et là, on s'est emparé du sujet et on a fait évoluer nos formations en management. Avant tout, la direction a pris la parole sur ce sujet en disant que c'était intolérable et que ça serait sanctionné. Enfin, toute situation de sexisme n'était pas tolérée dans l'entreprise. On a fait évoluer nos pratiques de management, on a fait évoluer nos formations, on a fait des modules de sensibilisation, on a fait venir des troupes de théâtre pour aborder le sujet d'une autre manière, on a fait du e-learning, enfin on a fait tout un tas de trucs, de plans de com, etc. Et c'est vraiment rentré dans la culture d'entreprise et dans les valeurs aussi de l'entreprise et ça a incarné, voire renforcé certains piliers de la culture. Donc, alors là, tu démontres à travers ton exemple l'importance de la colonne vertébrale quelque part. Ces valeurs dont on parle, qui sont le fondement de la culture d'entreprise, n'ont de sens que si elles sont incarnées et déclinées partout. Donc j'invite nos auditeurs à retenir ça. Et après que les valeurs évoluent, nous, on a fait venir une intervenante pour se poser des questions sur nous chez So Many Ways. Et elle a utilisé l'exemple de Full Moon. Donc full moon, la pleine lune, et elle nous disait une valeur, si elle ne fait pas full moon, c'est-à-dire c'est comme si on doute que ce soit la pleine lune, vous voyez, si on se dit il en manque un bout là, peut-être, c'est qu'en général il manque un bout. Et elle nous utilisait ça pour dire en fait si vos valeurs, vous avez le sentiment que ce n'est pas exactement ça, c'est que c'est plus aligné. Et on ne veut pas en avoir 18 000. On en veut quelques-unes qui soient très fortes, mais qui soient très incarnées, qui soient très concrètes. Et comme on parle de management toxique et qu'on a dit au début, un manager toxique dans un environnement ne l'est pas forcément dans un autre. On n'a pas tous besoin du même type de management.
Il y a des gens qui vont avoir besoin de quelqu'un qui les challenge énormément, qui les pousse, ça leur convient, c'est ce qu'ils vont rechercher, et d'autres, pas du tout. Si on met un manager comme ça avec quelqu'un qui ne cherche pas ça, c'est là où on va pouvoir avoir un vécu de toxicité, qui ne l'est pas dans l'absolu. Donc, j'essaie de relier un petit peu tout ce qu'on se dit, mais c'est parce qu'on a défini ces choses-là, qu'on est très aligné sur le fait que c'est ça les valeurs chez nous, qu'on va former des managers en alignement avec ce qu'on recherche, qu'on va attirer aussi des collaborateurs à qui ça convient. Et on n'est pas obligé d'avoir tous les styles dans une entreprise, quelque part. C'est ça aussi qui nous dit la culture. Je vois qu'il y a plein de questions dans le chat. Je ne sais pas si sur éviter, prévenir le management toxique, vous avez un dernier point, Julia, Sophie, que vous voulez absolument amener avant qu'on prenne quelques questions pour conclure. Oui, alors moi j'avais un dernier point que je trouve important, qu'on a abordé un peu en filigrane, c'est de se dire qu'il y a 3 niveaux pour agir. Et qui que vous soyez dans l'audience, il faut se dire que vous pouvez agir au moins sur un de ces 3 niveaux, peut-être sur 2 ou 3, et là c'est encore mieux. Il y a le niveau individuel, et donc là on parle vraiment de prévenir, mais aussi d'éviter. Il y a le niveau individuel, le niveau collectif et le niveau organisationnel. Au niveau individuel, en tant que RH, vous pouvez donner les bons outils à vos collaborateurs. En tant que collaborateur, il faut s'approprier ces outils pour avoir une meilleure gestion du stress, des émotions, apprendre à s'affirmer, apprendre à gérer aussi ces pensées limitantes qui font que peut-être, parfois à tort, vous n'osez pas ou les collaborateurs n'osent pas parler, etc. En collectif, il faut penser à la sensibilisation, la formation des managers, comment avoir la bonne posture, quels soft skills développer. Et au niveau organisationnel, ce travail sur la culture et comment on relie les 3. Et c'est vraiment ce triptyque qui est important pour avoir quelque chose qui est vraiment, vraiment de l'impact, quelque chose de transformant pour l'organisation, j'ai envie de dire. Merci Julia. Moi, je voulais peut-être rajouter quelque chose. On a beaucoup parlé de la fonction RH et pour rebondir sur ce que dit Julia, on a, je pense, à titre individuel, une responsabilité aussi. Je vois dans le chat qu'il y a beaucoup de personnes qui évoluent dans des environnements où c'est très difficile de s'exprimer, de peur d'être réprimandé, très difficile d'agir parce que le système est trop lourd et peut-être mal fait, qu'il n'y a pas d'entretien annuel, j'ai lu, etc. Je pense que c'est important d'être dans l'action, de ne pas se satisfaire de dans la mesure du possible, hein, bien sûr, de ne pas se satisfaire d'évoluer dans un univers qui ne vous correspond pas. Donc, soit de changer d'univers, c'est possible, il y a plein d'univers qui fonctionnent super bien, ou alors d'essayer de faire changer l'univers dans lequel vous êtes avec des personnes en amenant le sujet de manière constructive, en essayant de comprendre pourquoi il n'y a pas d'entretien annuel, par exemple, parce que ça, c'est pas normal et c'est hors la loi, je vais dire. Donc, d'essayer de comprendre et d'ouvrir, encore une fois, on est dans une relation, et d'essayer d'ouvrir de manière calme, sereine, positive, les discussions. Et ensuite, une dernière chose, parce que j'avais fait un post sur LinkedIn qui a été énormément relayé d'un exemple d'une personne qui évolue dans une entreprise très sympa, où le job a du sens pour elle, etc., mais où elle s'est malgré tout retrouvée dans une situation avec beaucoup de toxicité parce que le système en tant que tel lui amenait beaucoup de pression et elle s'est sentie isolée, surchargée et finalement seule contre toutes. Et moi, c'est aussi seule contre tous. Et c'est aussi quelque chose que j'ai vécu de me sentir pas compris, d'être dans un système qui finalement qui fonctionne à l'envers, l'impression qu'il fonctionnait à l'envers. Et il y a pas mal de managers, j'ai reçu, je sais pas, 10 ou 20 messages en me disant « mais tu parlais de ma boîte, ah, mais je me reconnais dans ma boîte, etc. » Et ça m'a interpellée. Et je pense que les gens que ça a interpellé ou les gens qui se disent qui travaillent dans une entreprise qui fonctionne à l'envers ou qui peut parfois fonctionner à l'envers, je pense que c'est super important de prendre ce signal faible, voire même ce signal fort, et de poser les bases de pourquoi ça fonctionne à l'envers, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle, notamment si je suis manager, et d'en parler. Et à mon échelle, si je suis manager, de faire peut-être ralentir le rythme, de parler avec les gens, de trouver des solutions. Et parfois, juste à l'échelle d'une équipe ou d'un individu, on peut vraiment trouver des solutions qui font
réduire la pression et qui améliore les relations. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais je pense que finalement, pour conclure, on a tous quelque chose on a tous une responsabilité dans le fait d'évoluer dans un environnement toxique. Et si vraiment on a l'impression d'être allé au bout, essayer de s'en extraire, parce que finalement, à la fin, on sera perdant en tant qu'individu. Merci Sophie. Alors, je prends quelques petites questions qui vont aussi un peu illustrer cette notion de co-responsabilité qui m'est chère. Alors, Irvine qui nous dit « Je suis très vigilante à ces sujets en qualité de RH, surtout dans une structure portée par un couple de dirigeants toxiques. Mais je ne parviens pas à faire bouger les lignes du fait de leur position hiérarchique. Que faire ?» Donc, Irvine nous parle en tant que RH. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-là? Alors, peut-être un angle, si vous ne l'avez pas encore expérimenté, c'est de remonter les chiffres, le turnover. Je reprends les éléments qui ont été mentionnés par Sophie au démarrage, l'absentéisme, et les amener, ces dirigeants, à se rendre compte du coût que ça a pour eux, parce que quelque part, s'ils ne peuvent pas entendre les sujets humains et le bien-être, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre sur quelque chose qui ne les touche pas. Donc, d'amener l'argument financier. Ça marche très très bien, si je peux me permettre, Anaïs. Alors moi, ça m'arrive très souvent d'être avec des RH ou des DRH qui me disent j'adore, je veux absolument porter un accompagnement, qu'on travaille ensemble, mais aidez-moi à convaincre le top management, alors que ce soit la direction générale, le CODIR, etc. Et souvent, c'est comme ça que je résume la situation. C'est si l'entreprise ne le fait pas parce que c'est suffisant de prioriser le bien-être mental des collaborateurs ou la santé mentale, etc. Si c'est pas une raison suffisante en soi, il faut le faire pour les conséquences négatives sur la performance de l'entreprise. Et c'est rigolo parce que quelqu'un l'a beaucoup mieux dit que moi récemment, c'est le directeur général de l'OMS. Et je ne me souviens pas de la citation exacte, mais c'est vraiment frappant. C'est exactement cette phrase-là, de dire en fait les conséquences débilitantes sur la performance exigent de le faire si pour vous, le bien-être ou la santé mentale n'est pas une priorité en soi. Moi, quelque chose d'autre que j'entends pas mal en ce moment dans les entreprises, c'est oui, bon, en ce moment, tout le monde parle de ça parce que l'emploi va bien et qu'on a du mal à recruter, mais la vie, c'est des cycles et ça va passer. Si on vous donne cet argument, je pense qu'il faut rappeler que dans tous les cas, il y aura toujours des problèmes d'absentéisme si ce n'est pas des problèmes à recruter ou de performance, comme tu l'as dit, Julia, et qu'il y aura toujours un enjeu à attirer les meilleurs pour la performance. Donc, ce n'est pas un effet de mode, tout ça, c'est un sujet de vous. Une autre question, Corinne qui nous dit si on n'a pas le soutien des RH, comment peut-on agir? Donc peut-être en tant que collaboratrice cette fois. Alors, ça résumera peut-être te tourner vers ton CSE pour t'aider à porter le sujet au niveau organisationnel de manière un peu plus forte. Peut-être aussi, si c'est possible dans votre organisation, agréger d'autres managers ou d'autres collaborateurs qui ont le même ressenti et arriver en formulant des propositions. Parce que finalement, parfois, on n'est pas entendu juste parce qu'on dit ça va pas, ça va pas. Et faites-vous confiance sur votre capacité à formuler des propositions entre collaborateurs d'un échelon qui est le même et qui ne sont ni des RH, ni des dirigeants, voire ni des managers. Et vous pourriez être surpris de l'écho que vous allez trouver dès lors que vous essayez ça. Je ne vous dis pas que ça marche à tous les coups, ce serait vous mentir, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer parce que c'est aussi ça, contribuer à la transformation du monde du travail. Et il y a souvent d'autres relais, Anaïs. Nous, on a remarqué que parfois, donc, dans 80% des cas, c'est les RH qui portent le sujet. Quand ce n'est pas le cas, ça peut être le CSE. Parfois, ça peut être s'il y a un département ou une task force RSE, par exemple, qui regarde d'un point de vue, ou sous l'angle gouvernance pour la partie plus ESG, etc. Ça peut être proposer de mettre un système d'ambassadeurs qui seraient soit une task force, soit des ambassadeurs sur chaque site, etc., qui sont responsables de la santé mentale ou qui remontent à la direction. Donc, proposer des choses innovantes comme ça marche aussi. Et parfois, c'est des super prescriptions qui montent à la direction générale sans même bypasser la RH, mais simplement parce que c'est un sujet qui a trouvé une autre voie pour y accéder. Voilà.
Fabienne nous dit en commentaire que dans son entreprise, ils ont créé un collectif de managers pour porter ces sujets-là et qu'ils ont été entendus. Donc, je pense que ça illustre notre propos. Merci pour ce témoignage. Et peut-être un dernier, donc, comment je fais, peut-être en tant que collaborateur, Sarah qui nous écrit dans le chat, pour sortir de l'angoisse de la communiquer que dire va empirer la situation, qu'on va se faire placardiser, qu'on va faire virer quelqu'un, qu'on va rendre la personne encore plus toxique. Comment on peut faire quand on est là-dedans? Alors, moi, l'outil qui me vient, c'est peut-être d'acquérir quelques clés de communication non violente. Je trouve que c'est très utile pour bien préparer un discours et commencer par en parler au principal intéressé, à savoir votre chef. Donc, on ne peut pas faire un module sur la communication violente, il est déjà 14h, mais regardez, il y a plein de ressources sur Internet. Un outil hyper utile de communication non violente, et ça tient en 4 lettres, ça s'appelle OSBD. Et donc, regardez comment vous l'appropriez, c'est hyper utile, notamment pour faire une demande ou exprimer quelque chose de ce genre, et ça peut vraiment, vraiment être utile. Voilà, donc quelques clés pour terminer. Donc, en tant que collaborateur, n'hésitez pas à parler, préparer votre conversation. Si ça ne marche pas en face, on passe aux autres solutions. Évidemment, il ne faut pas rester tout seul si on n'est pas entendu. Mais commencez par là, dans 70% des cas, j'ai envie de dire, d'expérience, des choses bougent. Parce que ça résumera notre propos. Être un manager toxique on ne parle pas d'un harceleur, on ne parle pas de quelqu'un qui aurait une pathologie qui serait nuisible pour tout le monde. On parle d'une pratique qui, à un instant T, face à quelqu'un, ne fonctionne pas et est vécue comme toxique en face. Et beaucoup de clés sont dans la communication. Il est 14h01, nous avons déjà une petite minute de retard. Pour ceux qui nous ont demandé des exemples, checkez votre boîte mail, on vous enverra côté So Many Ways un exemple de comment construire un référentiel managérial. Donc ça pourra vous inspirer si vous souhaitez démarrer par là. Merci, vous avez été très actifs sur le chat aujourd'hui. Merci pour tous vos témoignages. Merci pour votre participation et un grand merci, Sophie, Julia, pour tous vos précieux conseils. Ça passe vite 1 heure. Si on veut vous retrouver sur LinkedIn pour Sophie, Julia, comment on peut suivre vos actus? Pareil, sur LinkedIn, où je vous mets même mon adresse email ici. Voilà. Et je pensais on vous partagera aussi, on a écrit un livre blanc sur la détection des signaux faibles, et donc avec plaisir pour le partager. Super, donc vous avez gagné 2 livres blancs aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à écouter Chef de Sophie pour tous ceux que ça peut intéresser sur toutes les plateformes, n'est-ce pas, j'imagine. Voilà. Exactement, sur toutes les plateformes. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Merci Anaïs, merci à tous et à toutes.